Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain. Christophe Debian. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La Planète Demain, la seule émission dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux porteurs de solutions environnementales. Et justement, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio Jérôme Duboucher qui, lui, est en charge du programme Aviation de l'ONG Transport et Environnement, principal défenseur européen des transports propres et de l'énergie, ainsi que Laurent Castagnède qui, lui, est ingénieur centralien et conseiller en impact environnemental, mais aussi fondateur à Bordeaux du bureau d'études BCO2, ingénierie spécialisée dans l'empreinte carbone des projets de bâtiments, de transport et d'événements. Cher Jérôme, pouvez-vous nous expliquer simplement, on va commencer avec vous, simplement ce que sont les traînées de condensation et est-ce qu'elles ont un impact sur le réchauffement climatique, puisque vous êtes un spécialiste de l'aviation. Je vous écoute. Oui, Nous bonjour. vous écoutons, bonjour. Les traînées de condensation, ce sont les traînées blanches que vous voyez dans le ciel. Oui. Et concrètement, ce sont des cristaux de glace. C'est l'humidité qui est présente dans l'atmosphère, mais également qui est issue de la combustion du carburant, du kérosène, qui va se condenser autour de particules, de petites particules. Le plus souvent, c'est des résidus de combustion du kérosène lui-même, qui vont former des noyaux de nucléation, des endroits où l'humidité va se condenser et former des cristaux de glace. Ces traînées de condensation, elles sont réchauffantes, elles ont un impact réchauffant sur le climat parce qu'elles vont avoir un effet de serre. Certaines d'entre elles vont rester dans l'atmosphère pendant plusieurs heures et s'étaler dans le ciel et former une sorte de couverture à haute altitude qui va avoir un effet de serre, donc qui va réchauffer le climat. Alors, pourquoi justement certaines traînées persistent-elles pendant plusieurs heures, dont vous évoquiez le problème, alors que d'autres disparaissent assez rapidement finalement? Ouais, en fait, alors, lorsqu'on regarde dans le ciel, évidemment. Bien sûr. Hein. Donc, effectivement, seulement 3% des vols sont responsables de 80% du réchauffement lié aux traînées de condensation. Et il y a à peu près seulement un quart des vols dans le monde qui provoquent des traînées de condensation qui sont persistantes. À quoi c'est dû? C'est lié vraiment aux conditions atmosphériques. Les traînées de condensation vont être persistantes lorsque la zone atmosphérique qui est traversée est très humide et très froide. Dans ces conditions particulières, les cristaux de glace vont continuer à vivre dans l'atmosphère pendant plusieurs heures. Et c'est ça qui va faire que la traînée de condensation va avoir un impact sur le climat. Mais pourquoi finalement les mois les plus froids sont-ils particulièrement concernés par ce phénomène ? Parce que, donc logiquement, c'est en hiver que dans l'hémisphère nord, les températures sont les plus basses. Et c'est là où ces zones atmosphériques particulièrement humides et froides vont se développer et perdurer. Et donc, c'est à ce moment-là où les traînées de condensation vont être les plus réchauffantes parce que c'est là où elles vont persister et donc avoir leur impact climatique. Alors, dans vos multiples rapports, j'ai lu aussi que seulement 10% des vols généraient 25% du réchauffement lié aux traînées. Comment expliquez-vous une telle concentration ? Oui, donc là, le chiffre dont vous parlez, c'est les traînées de condensation qui ont lieu la nuit, l'automne et l'hiver. Ah, d'accord. Et c'est un rapport qu'on a publié pour montrer que on pouvait commencer, on va en parler des solutions pour atténuer l'impact des traînées de condensation, mais on pouvait commencer à s'y attaquer lorsque le trafic aérien est le plus faible et donc que ça pose le moins de problèmes d'un point de vue opérationnel, que ça soit pour les pilotes, pour les compagnies aériennes ou pour les contrôleurs aériens. Alors moi j'ai une question qui me taraude depuis un petit moment. On entend parler de chemtrails, donc les traînées chimiques. Est-ce que ça existe vraiment ou selon vous, ou alors est-ce que c'est purement une invention? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, les chemtrails, c'est ce qui est le plus connu aujourd'hui à propos de ces traînées blanches. C'est une théorie du complot qui présuppose que ces traînées de condensation sont là pour nous rendre stériles, notamment. Donc ça n'a aucun fondement scientifique. Ce dont on parle aujourd'hui, ce sont les traînées de condensation qui sont des cristaux de glace. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres choses qui ne sortent pas des moteurs des avions, parce qu'il y a tout un tas de composés chimiques, mais en aucun cas, c'est là pour nous stériliser. Alors, quelles sont les zones géographiques les plus concernées en Europe et pour quelles raisons ? Alors en fait, les zones géographiques qui vont provoquer le plus de réchauffement climatique à cause des traînées de condensation,
C'est une conjonction de plusieurs facteurs, le fait qu'il y ait beaucoup de trafic aérien et le fait que les zones atmosphériques soient particulièrement humides et froides. Et ça, on le retrouve où ? On le retrouve en Amérique du Nord, au-dessus de l'Atlantique Nord et en Europe. C'est principalement là où les traînées de condensation ont un effet réchauffant. Dans le reste du monde, c'est soit qu'il y a moins de trafic aérien, soit que c'est une zone qui est plutôt chaude ou peu humide. Est-ce qu'il est réellement possible de réduire toutes ces traînées simplement en modifiant légèrement des trajectoires des avions ? Oui, alors la bonne nouvelle, donc la mauvaise nouvelle, c'est que souvent quand on parle de l'impact climatique de l'avion, on parle surtout des émissions CO2 et là on est en train de vous dire que il faut pas compter seulement ça, mais également l'impact des traînées de condensation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen qui est pas si compliqué que ça pour éviter l'impact climatique des traînées de condensation. Et donc il y avait plusieurs moyens envisagés, notamment le fait de modifier la propriété des carburants, d'enlever une partie des molécules de ces carburants, de les nettoyer en quelque sorte. Mais il s'avère que les résultats ne sont pas très concluants. Et donc, la solution qui reste et qui semble assez prometteuse, c'est le fait de modifier un peu la trajectoire de vol de ces avions pour qu'ils évitent ces zones de haute altitude qui sont particulièrement humides et froides. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est un problème qui est très concentré sur quelques vols. 3% des vols génèrent 80% de l'effet climatique des traînées de condensation. Donc sur ces quelques vols qui vont traverser une zone qu'on pourrait comparer à une zone orageuse, c'est dans le ciel, il y a quelques endroits où l'atmosphère a des propriétés un peu différentes. L'idée, c'est de modifier le plan de vol, la trajectoire de vol. Concrètement, c'est modifier l'altitude surtout, donc de descendre de quelques centaines de mètres pour que l'avion passe en dessous de cette grande masse qui est très humide et très froide, et donc pour éviter de former une traînée de condensation. Mais pourquoi est-il important d'agir maintenant sur ce sujet plutôt que plus tard ? Alors, c'est important d'agir maintenant parce que nous sommes face à une crise climatique importante et que l'impact climatique de l'aérien est très conséquent. Et surtout que, en fait, c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement. À l'inverse de, par exemple, je parle de ce que je connais, pour décarboner le secteur de l'aérien, on va avoir besoin de produire des carburants alternatifs, notamment les carburants de synthèse. Ça nécessite des milliards d'investissements, de construire des usines qui sont complexes et chères, ça va prendre des années. Il faut le faire, c'est très bien, mais ça va prendre du temps. L'évitement des traînées de condensation, c'est quelque chose qui peut être mis en œuvre plus rapidement, parce que concrètement, il y a besoin de quoi ? Il y a besoin de logiciels dans les avions pour leur dire comment il faut modifier leur vol, quelques satellites d'observation pour les données météo, mais concrètement, c'est tout. Et donc, ça peut être déployé beaucoup plus rapidement que d'autres solutions de décarbonation. Et en conclusion, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui freine aujourd'hui la mise en place de ces solutions à grande échelle ? Alors, jusqu'à présent, la science était relativement encore assez incertaine sur quand est-ce que ça se forme, l'impact climatique exact. Et ça rendait compliqué pour les gouvernants de mettre en place une réglementation. Heureusement, ces dernières années, ça a beaucoup évolué. Maintenant, il n'y a plus aucune excuse. On sait suffisamment pour agir. Merci infiniment, cher Jérôme Duboucher, en charge du programme aviation de l'ONG Transport et Environnement, principal défenseur européen des transports propres et de l'énergie. Nous allons faire une courte pause et nous retrouver dans un petit instant sur Sud Radio avec nos invités et bien sûr avec notre Thibaut National qui, lui, on l'appelle le French Trotter. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Le French Trotter de la planète demain qui persiste et signe en nous emmenant pour la 3e fois et la 3e semaine sur des rails de l'éco-train. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Nous sommes toujours sur Sud Radio, la planète demain, en compagnie de nos 2 invités, mais aussi de Thibaut, notre French Trotter, qui aujourd'hui va nous expliquer à quoi concrètement pourrait servir cet éco-train dont il a déjà parlé 2 semaines auparavant ou 1 semaine auparavant. C'est un éco-train léger et écologique, c'est ça Thibaut ? Et oui Christophe, et saviez-vous qu'il existe aujourd'hui en France entre 2 et 3 000 kilomètres de voies ferrées non exploitées, souvent dans les territoires ruraux ? Eh bien pour Écotrain, cela représente un vrai potentiel. Et l'idée, remettre en circulation des trains légers, autonomes et à faible coût, aussi bien pour le transport de voyageurs que pour le micro-fret. Et l'objectif, eh bien, c'est de redonner de la mobilité aux campagnes et de reconnecter certains villages avec une solution à la fois sobre et adaptée aux petites lignes.
Et comment on va le découvrir? Des projets de ligne sont déjà envisagés. Mais avant cela, on va retrouver Philippe Bourguignon, président fondateur d'Ecotrain, qui milite pour redonner de la mobilité aux territoires ruraux. Le monde rural est un monde qui s'est senti à juste titre délaissé. Et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de donner aux gens la possibilité de vivre dans le monde rural. Donc, il faut repenser tout le système d'aménagement du territoire en remettant en place une mobilité qui est contemporaine, c'est-à-dire une mobilité qui ne consomme pas trop d'énergie. Il faut savoir qu'il faut une batterie d'Ecotrain pour 100 batteries de voitures pour transporter les mêmes nombres de personnes. Ça veut dire qu'en utilisant des systèmes ferrés comme Ecotrain, on va consommer 100 fois moins de batteries. Donc on est 100 fois moins dépendant du lithium. Le défi pour vous, justement, c'est de redynamiser les territoires, de permettre aux gens de rester chez eux? Alors mon objectif, c'est de rendre cette planète plus vivable, plus enviable, avec une solution qui soit très crédible. Mon rêve absolu serait que les gens soient bien chez eux, simplement, qu'ils aient envie d'être chez eux, parce que je pense que ce lien social, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Dans quel environnement voulons-nous vivre ? Et cet environnement rural que nous avons en France, il est précieux. Beaucoup l'aiment. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'y vivre, mais qui aujourd'hui, pour des raisons purement matérielles, ne peuvent pas. Parce que vivre dans un village ou une petite ville qui est à 60 km de son lieu de travail, c'est impossible économiquement. Je fais connaissance avec Jean-Paul Balancy, qui est venu tout droit du Gers pour assister à ces essais. Comment je vous présente? Je fais partie du club TGV Agen-Porte de Gascogne, qui est un club qui a pour objet de faire la promotion de la future gare TGV d'Agen, qui sera située sur la tronçon de ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse. Et à ce titre, on s'intéresse au rabattement vers cette gare pour évidemment lui donner le maximum de trafic. C'est ça l'idée. Quelle solution pourrait représenter Ecotrain dans un département comme le Gers, qui est un département rural? Alors oui, rural, c'est vrai, mais il y a quand même quelques lignes qui existent dans le Gers, des lignes ferroviaires qui subsistent, on va dire. Une qui est exploitée entre Toulouse et Auch et qui est bien exploitée, même si elle a vocation à se développer. Il y a une ligne qui est inexploitée depuis maintenant une dizaine d'années, c'est Agen-Auch, c'est-à-dire de relier les deux préfectures de département. Agen-Lot-et-Garonne, Auch, préfecture du Gers. Exactement, et donc à Agen se situera cette nouvelle gare TGV sur la nouvelle ligne, et donc un point d'attractivité. Et en plus, l'idée d'Ecotrain, c'est de pouvoir desservir les zones. Il y a des villes comme Lectoure, Fleurance qui sont sur cette ligne et qui seraient intéressées pour avoir un trafic local, plus un trafic qui conduirait à cette gare TGV, donc qui faciliterait les déplacements. Et aujourd'hui, cette ligne n'a quasiment pas d'ouvrage d'art, elle est quand même pas fermée depuis très longtemps, et un système du type Ecotrain, à la fois novateur et adapté à ce type de desserte, pourrait être mis en place sur cette ligne. C'est l'idée, des idées qui font leur chemin, parce que tout ça est assez long. Et après, évidemment, il y aura des sujets de financement et d'implication de toutes les collectivités concernées et de l'État. Voilà. Eh bien, l'Ecotrain est également à l'étude en Occitanie et du côté de Rivesaltes. Un projet à suivre de très près pour la réhabilitation de nos lignes oubliées. Merci Thibault, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage en immersion. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Castagnède, ingénieur centralien et conseiller en impact environnemental, que je reçois aujourd'hui en tant qu'auteur du livre intitulé « Le revers de la médaille, l'empreinte environnementale du sport ». Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui s'est terminée il y a peu de temps, vous avez voulu, justement, suite à cette Coupe du Monde, mettre en exergue l'impact environnemental insoupçonné du sport professionnel et amateur en publiant ce dernier ouvrage. Le sport est aujourd'hui devenu une véritable industrie mondiale très puissante. Est-ce que selon vous, à partir de quel moment a-t-on basculé du sport loisir vers ce modèle économique globalisé ? Oui, alors c'est plutôt Paris 2024 qui m'a invité il y a 2 ans à me lancer dans Paris 2024, qui communiquait une certaine excellence environnementale, ayant fait plusieurs bilans carbone dans le domaine du sport depuis 10 ans. En fait, je me rendais bien compte qu'ils avaient oublié un poste principal sur lequel on va revenir. Mais pour répondre à votre question, je vous répondrai que le sport dans son ensemble est devenu énergivore finalement en phase avec la société de consommation. C'est-à-dire, si on revient en arrière à la fin du 19e, quand Coubertin voulait relancer les JO, le sport à l'époque, c'était montrer du sport pour que les gens fassent un minimum de sport pour leur santé. Et lui-même s'est rendu compte dans l'entre-deux-guerres que les Jeux Olympiques commençaient à dériver de cette situation.
Et puis, c'est greffé sur le sport, notamment le sport spectacle, qui était déjà dénoncé par même des auteurs français dès l'entre-deux-guerres en voyage aux États-Unis. Le sport spectacle aux États-Unis, qui est devenu une industrie avec derrière la réclame qui est devenue de la publicité et le sport qui s'est fait en fait phagocyter complètement par la promotion de produits. Et ça, c'est la société de consommation. Mais peut-on encore parler du sport comme d'un espace de sobriété et de santé, comme le souhaitait d'ailleurs Pierre de Coubertin, ou est-ce désormais une illusion ? Disons que ça dépend qui on regarde, c'est-à-dire que le sportif du dimanche qui prend ses baskets et puis autour de chez lui qui va faire 10 km en courant, c'est low-tech, c'est écolo, c'est tout ce qu'on veut. En revanche, le sportif par exemple qui adore la plongée sous-marine et qui finalement prend l'avion pour aller dans la mer Rouge en Australie tous les ans, là c'est sûr qu'on va se rendre compte que voilà, il est extrêmement carboné. Ça c'est pour ce qui concerne le sport amateur. Et puis le sport professionnel, il suffit d'ouvrir les yeux là récemment pour la Coupe du Monde de foot, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le sport professionnel, on est bien incapable de faire une image arrêtée sur une retransmission sans être abreuvé de marques qui auparavant étaient des panneaux ternes, qui sont devenus des écrans lumineux scintillants, qui sont là pour vraiment vous faire ancrer au plus profond de votre cerveau le bénéfice d'acheter des produits, des marques qui sont présentées. Et ça sont les principaux postes de pollution selon vous, ou dans le football par exemple ? C'est-à-dire que oui, dans le football, alors là on parle du football professionnel de haut niveau, mais en fait finalement le sport professionnel de très haut niveau, lorsqu'il est très médiatisé, ça fait plusieurs années que je m'en suis rendu compte et j'étais vraiment très étonné qu'en fait on continue à complètement passer à côté du sujet, qui est de se rendre compte qu'en fait dans l'empreinte carbone des très grands événements internationaux médiatisés, le premier poste d'empreinte carbone n'est pas le déplacement des spectateurs. Pour autant, le déplacement des spectateurs, c'est un énorme poste. En millions de tonnes, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est juste qu'avec les milliards d'euros mis dans les droits TV et le sponsoring, on se rend vite compte que l'ordre de grandeur de la surconsommation de produits associés à la publicité est en fait supérieur au déplacement des spectateurs. Alors, les fédérations sportives parlent souvent de virage vert. Est-ce que, les organisateurs aussi d'ailleurs de grands événements, est-ce que c'est réellement vrai ou c'est parfois du greenwashing ? C'est-à-dire que le greenwashing, souvent, il s'appuie sur une réalité tangible tout de même. Le greenwashing, ce n'est pas faire quelque chose de mauvais. Le greenwashing, c'est faire quelque chose de bien, mais qui est complètement disproportionné, qui est complètement tout petit par rapport à l'ensemble de l'impact qui lui-même est éventuellement en augmentation. Je pense qu'un sommet du greenwashing a été atteint quand même avec Paris 2024, qui annonce officiellement qui est 2 fois meilleur que les Jeux de Londres et qu'il faut que tous les événements, pas que sportifs, doivent s'inspirer de leur manière d'organiser cet événement, alors même que lorsqu'on inclut les droits TV et le sponsoring, on se rend compte que Paris 2024, ce sont les Jeux les plus carbonés de l'histoire. Mais quels sont les sports les plus problématiques d'un point de vue écologique selon vous ? Alors, ça dépend quel pan de l'écologie on regarde. Si on regarde la consommation d'eau, les pesticides, vous pouvez avoir des sports que l'on peut montrer du doigt. On a parlé de la plongée sous-marine, par exemple, où très vite, on a beaucoup de consommation d'avion de la part des amateurs. On peut avoir le golf avec ses pesticides et ses consommations d'eau, particulièrement aux États-Unis. Mais sinon, les sports les plus carbonés, finalement, si on regarde le sport amateur, ça va être celui où la personne va se déplacer beaucoup. Le sport professionnel le plus carboné, en fait, c'est celui qui va être le plus médiatisé. C'est-à-dire que les sports les plus carbonés dans le monde, on va dire par exemple, c'est le foot américain. Parce que il faut voir que les droits télé, on a parlé de Paris 2024, les droits télé de Paris 2024, c'était 3 milliards d'euros. Les droits télé d'une saison de foot américain, c'est 10 milliards de dollars. Donc derrière, vous imaginez tous les annonceurs qui doivent se refaire la cerise sur des produits supplémentaires vendus à partir du moment où ils ont lâché chacun des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Dollars. Finalement, le sport peut-il devenir un levier de sensibilisation écologique plutôt qu'un problème environnemental supplémentaire ? Il faut absolument, parce qu'aujourd'hui, le message principal du sport, du sport de haut niveau, le message aurait dû être « Regardez ces grands sportifs qui sont en très bonne santé, faites de même vous faites un petit peu de sport la semaine. » C'est ça le véritable message que devrait être le sport. Mais aujourd'hui, quel est le message sportif véhiculé par les sports médiatisés ? C'est quoi ? C'est buvez des sodas, de la bière, des boissons bourrées de caféine, mangez des hamburgers, prenez des vacances en avion, achetez un SUV pour vos mobilités du quotidien. En fait, c'est une catastrophe, en fait, le message sportif dans son ensemble. Donc je pense qu'effectivement, il faut une petite révolution, un petit peu par exemple comme il y a eu la loi E20, qui a fait une révolution par le fait que le tabac
tabac et l'alcool faisait de la publicité particulièrement dans le sport. Les gens un petit peu âgés se souviennent des Formule 1 où il y avait écrit une grosse marque de cigarettes en énorme dessus. Bon, tout ça, ça n'existe plus. On peut imaginer qu'il faut absolument une nouvelle loi E20, mais qui sera plutôt côté climat, au-delà de la santé. Alors, en conclusion, et vraiment en quelques mots, faut-il repenser entièrement notre manière de consommer le sport pour le rendre compatible avec les limites de la planète, selon vous? Ah oui, bien sûr. C'est inévitable et il est possible que ça arrive de toute façon. C'est-à-dire que comment le sport a évolué depuis 20 ou 30 ans, on a parlé, c'est de plus en plus de publicité, de plus en plus intrusive, des supporters à qui on fonce la main dans le portefeuille le plus souvent. Et donc, on peut imaginer que les arbres ne montent pas au ciel et que tout ça va changer brutalement, certainement. Merci, cher Laurent Castaignède, ingénieur centralien et conseiller en impact environnemental, auteur du livre intitulé « Le revers de la médaille, l'empreinte environnementale du sport ». Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche après-midi et je vous laisse entre les mains expertes de Alain Marty pour Invino, l'émission à consommer sans modération. Pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio chaque matin à 7h35 pour la Minute Planète et chaque dimanche à 12h30 pour la Planète Demain. À très très vite, bon dimanche et évidemment sur Sud Radio, parlons vrai. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.